Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan culturel du mois de janvier 2023. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer avec le spectacle que j'ai vu. J'ai vu le Lido 2. Dans cette comédie musicale, on va voir une réadaptation de la comédie musicale Cabaret. Cabaret, vous l'avez peut-être vu en film avec Christina Aguilera en rôle principal. Mais il s'agit en vérité d'une réelle comédie musicale qui a existé il y a des années de ça. L'intrigue prend place à l'arrivée de l'Allemagne nazie. On est dans cette période-ci, juste avant que Hitler et ses troupes n'envahissent réellement l'espace où se passe toute l'histoire. C'est-à-dire qu'on va voir un cabaret avec une meneuse de revue qui sur scène et sur l'affiche est entre deux genres. Et c'est ça qui est extrêmement plaisant dès le début. Je trouve que ça nous met dans l'ambiance. Dès qu'on arrive dans la salle, dès que la musique commence, dès que les premiers mots sont dits. C'est une mise en abîme de la liberté de penser, de la liberté artistique, de la liberté des genres qui est mise en relief par justement ce fascisme qui est en train de monter perpétuellement et cette dichotomie entre l'arrivée du changement de pouvoir et justement cette jeunesse qui n'a qu'une envie, c'est vivre. Vivre de décadence, vivre de paillettes, de strass, de danse et d'art en règle générale. Parce que Berlin a été une ville extrêmement riche artistiquement. La comédie musicale est juste incroyable, la mise en scène est incroyable, les danses sont folles, il y a une précision dans les pas, dans les paroles, dans la musique qui est absolument géniale, c'est la musique originale il me semble, et sincèrement, je ne peux que vous conseiller de voir le Lido 2 ou une autre version du Lido si vous en avez la possibilité à un moment donné. Il me semble que le spectacle est terminé actuellement, mais si ce n'est pas le cas, je vous encourage très vivement à aller le voir. Ensuite, je vais passer au film. Je suis beaucoup allée au cinéma pendant le mois de janvier. J'ai vu 3 films au cinéma et je vais également vous parler de 2 autres films que j'ai découverts pendant ce mois-ci. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Annie Colère. Annie Colère se passe durant les années 70, à l'arrivée du MLAC, ou du moins à la montée du MLAC, qui était le mouvement dans la liberté de l'avortement et de la contraception. Donc c'était des femmes et des médecins, des infirmières également, et des gens qui se formaient sur le tard, afin de pouvoir avorter illégalement des femmes, parce qu'à l'époque, ce n'était pas légal. On a déjà pu le voir notamment dans l'événement qui a été adapté l'année dernière ou il y a 2 ans. Ici, on va suivre une femme qui doit faire face à la volonté d'avorter parce qu'elle a déjà 1 ou 2 enfants et qu'elle n'a tout simplement pas envie d'être dans cette situation. Mais on voit aussi l'opposition du gouvernement face à tout ça et ces femmes qui se battent dans un esprit de sororité qui est prégnant, dans une fureur de vivre en tant que femme, de gagner leurs droits et de faire comprendre qu'elles ont le droit de vivre autrement que dans ce statut de mère qu'on leur impose. C'est génial, on replonge vraiment dans cette époque. C'est un bon film français qui a quand même des tenants et des aboutissants qui me font un peu penser à L'une chante, l'autre pas de Agnès Varda, parce que ça parle d'un sujet qui est très commun entre les 2 films. Je vous incite à le voir s'il est encore disponible dans l'un de vos cinémas et lorsqu'il sera disponible en VOD et en SVOD. Ensuite, j'ai vu, et quelle déception, mon Dieu, Falcon Lake de Charlotte Lemont. Je voulais absolument voir Falcon Lake. C'était dans ma shortlist. J'ai vogué dans toute la ville pour me trouver une salle. Donc je me rends au Grand Action, qui est un cinéma d'art et d'essai à Paris. Et encore une fois, je vous invite à aller dans vos cinémas d'art et d'essai parce que c'est indispensable pour faire vivre l'art actuellement.
Ici, on va reprendre l'intrigue d'une bande dessinée de Bastien Vivès, qui est un dessinateur de bande dessinée qui a valorisé des relations pédocriminelles dans une de ses œuvres. Et donc, il était programmé au Festival d'Angoulême et son exposition a été annulée. Mais passons. Falcon Lake reprend une intrigue de Bastien Vivès dans la bande dessinée Une sœur, que j'ai chez moi et qu'il faut que je lise. Je l'ai acheté en occasion, je n'avais pas encore connaissance des implications de Bastien Vivès. Quoi qu'il en soit, ici on va suivre une histoire d'amitié entre deux adolescents, deux enfants, un garçon qui est pas du tout sûr de lui et une jeune fille qui est beaucoup plus libre, une adolescente qui a un âge plus avancé il me semble. Elle se contrefout de lui. Ça se passe en été avec une lueur qui règne sur le lac dans lequel ils vont se baigner. Il y a quand même des films où on pourrait retrouver une sorte de poésie et une éloge de la lenteur. Et bien là, j'ai trouvé que le film était relativement lent, qu'il y avait très peu de rythme et je me suis assez ennuyée en fait. Et j'avais toujours cette peur que l'histoire ne dépasse les bornes. C'est-à-dire qu'en sachant que c'était adapté d'une bande dessinée de ce dessinateur, j'ai limite redouté ma séance due à ce fait. Pour le coup, l'adaptation n'est pas du tout trigger warning. Je trouve que le rythme n'était pas présent malgré la beauté des images qui nous étaient données. Et ma déception est aussi due au fait qu'on m'avait survendu ce film. Donc malheureusement, ça n'a pas été une réussite pour moi, malgré les avis dithyrambiques que j'avais pu entendre ou lire. Et le dernier film que j'ai vu au cinéma, quel bonheur, il s'agit de Close, de Lucas Dont. Lucas Dont, ici, va nous parler de deux adolescents qui sont amis depuis toujours. Ça se passe dans la campagne où on voit des grands champs magnifiques. Il y a une image qui est absolument sublime. On voit les sentiments de ces deux garçons, en termes amicaux j'entends, qui sont prégnants et c'est ça qui va les détruire. C'est ça qui va créer toute l'intrigue du film. À la fois la beauté des sentiments aussi purs et à la fois à quel point ça prend tellement l'humain, ça prend tellement l'intrinsèque, d'autant plus à cet âge où on se forme, où on devient qui l'on est et où on voit qu'il y a aussi des discordances au niveau des vies, au niveau des intérêts de chacun lorsqu'on grandit. Les deux garçons à un moment vont s'éloigner parce qu'il leur plaît. De ce fait, s'il y en a un qui va avoir du mal à supporter le changement, c'est peut-être l'implication qu'il y a dans cette relation qui va mener ces deux jeunes à se séparer. C'est très beau, c'est intense, je trouve. Que ça soit dans l'intrigue ou dans l'image, il y a une beauté qui est omniprésente. Et ça crée une réelle symbiose dans ce que le réalisateur a voulu montrer. Je ne peux que vous dire, voyez-le dès que vous en avez la possibilité. Et les deux films que j'ai vus sur les plateformes, le premier que j'ai vu, il s'agit de Taxi Driver, que l'on ne présente plus. C'est un film illustre qui a fait une partie du cinéma, mais je ne l'avais jamais vu. J'avais essayé il y a quelques années et au bout d'une demi-heure, je l'avais trouvé extrêmement long. Pourtant, ici, j'ai été accrochée du début à la fin. Les plans sont géniaux, il y a une justesse dans les détails, il y a des gros plans sur cet homme qui devient de plus en plus psychotique, de plus en plus addict à tout ce qu'il entreprend, qui se noie totalement dans son existence. C'est dans un New York la nuit, c'est dans un New York sombre qui est servi par les plans. C'est un film illustre, mais que je suis très contente d'avoir vu. Et si vous ne l'avez pas encore vu vous-même, eh bien, il est disponible sur Netflix et je vous laisse aller le regarder de suite. Le dernier film dont je vous parle pour le mois de janvier, il s'agit d'un film avec Penélope Cruz qui est Compétition officielle. Penélope Cruz, c'est une actrice que j'aime bien mais que j'ai beaucoup vue dans les films de Almodovar et
que j'ai envie de voir dans d'autres films. Il se trouve que ce film-ci n'est pas réalisé par Almodovar et c'était peut-être l'opportunité pour moi de la découvrir autrement. Dans Compétition officielle, Penélope Cruz interprète une réalisatrice qui est dans la fulgurance, qui est dans l'imprégnation de tout ce qu'elle vit, qui est absolument survoltée et elle va essayer de trouver des acteurs qui vont pouvoir interpréter une histoire qu'elle a lue antérieurement. On va être face à deux acteurs, un jeune et un vieux. Ça va être l'opposition de ces deux âges qui représentent une partie du cinéma et une autre partie totalement aux antipodes de la mise en scène, du cinéma et de la théâtralité, tout simplement. C'est assez excellent de voir ces deux personnages qui se tirent dans les pattes constamment et de voir ce trio qui est à la fois en opposition constante avec des personnages qui sont pas plaisants dans leur caractère mais qu'on adore détester pendant toute la durée du film. C'est un film qui fait du bien, qui est drôle, qui est pas prise de tête et je trouve qu'on découvre d'une autre manière les acteurs que l'on voit à l'écran. Donc vous pouvez le regarder s'il est encore disponible sur les plateformes parce que j'ai passé un très très bon moment. Ensuite, je vous parle des séries. J'ai regardé, comme beaucoup, Emily in Paris, saison 3. C'est une série que j'aime regarder parce que ça me détend, parce que c'est une série pas prise de tête, qui a des épisodes courts, que j'aime voir Paris à l'écran. Et évidemment, j'ai regardé la saison 3 dès qu'elle est sortie. J'ai trouvé qu'il y avait toujours une intrigue qui était un peu bête, mais qu'il y avait d'autres arcs narratifs qui étaient évoqués, notamment l'opposition entre les États-Unis et la France qui était déjà présente dans les saisons précédentes. Malgré cette espèce de loufoquerie qui est constante dans chacun des épisodes, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'assez naïf qui est très volontaire de la part des réalisateurs. Quoi qu'il en soit, j'ai pas grand chose de plus à en dire. J'ai passé un bon moment, donc si vous ne l'avez pas encore regardé, vous pouvez le faire avec un très grand plaisir et un cerveau qui se pose à 2 km de là. Ensuite, pour rester dans une série qui ne prend pas la tête, je crois que c'était vraiment significatif de ma période de partiel. J'ai regardé une série qui est sortie il y a quelques années, mais qui est disponible sur Netflix, qui s'appelle Blockbuster. Blockbuster, c'est une série où on va suivre des vendeurs dans un vidéoclub. On va suivre aussi leur petite vie, leurs petites relations, les amours, les amitiés, les inimitiés qu'il y a entre eux, les problèmes économiques, le gérant qui est mauvais. Ils ont vraiment des vies lambda. Il y a des rires enregistrés, il me semble. Donc si c'est quelque chose qui vous déplaît, je préfère vous prévenir. C'est court, ça fait passer le temps. Il n'y a qu'une saison, il me semble, qui fait 10 épisodes maximum. Donc ça se regarde très très vite. Et la dernière série que j'ai regardée, c'est la saison 2 de l'Opéra, qui est distribuée par OCS. J'avais regardé la première saison lorsqu'elle était sortie, j'avais adoré. Et j'ai mis le temps avant de regarder la deuxième, sans trop savoir pourquoi. Ça m'a fait du bien, j'ai adoré aussi cette intrigue qui se passe à Paris, cette intrigue qui se passe dans le milieu artistique, dans le milieu de la danse, à l'Opéra de Paris tout de même, qui est une institution qui est reconnue. Ça montre dans cette saison 2, d'autant plus que dans la saison 1, tous les problèmes qu'il y a en interne de l'opéra, tous les problèmes de direction, tous les problèmes entre les danseurs, entre les professeurs, le harcèlement moral qu'il peut y avoir et tout le reste entre les élèves qui se tirent dessus parce qu'à la fin, il y a cette sensation qu'il n'en restera qu'un. C'est un combat perpétuel entre ceux qui veulent réussir et ceux qui n'ont pas assez de force de caractère pour l'avoir. Et tout le monde se bat pour arriver là où il veut, à ses objectifs de carrière. Et c'est haletant, tout en restant dans une intrigue très réaliste. Et c'est ce qui me plaît dans cette série. Donc j'ai hâte de voir la saison 3. Je vous parle maintenant des podcasts. En podcast, j'ai écouté Meuf, je t'ai pas dit. C'est fait par deux Belges. L'une a déménagé à Barcelone, mais elles parlent de la vie en règle générale. Par exemple, il me semble qu'elles ont parlé du blues hivernal il y a peu.
elles ont parlé de la loi de l'attraction, elles ont parlé des relations toxiques, il me semble, de l'amitié. J'aime les retrouver. Je trouve qu'elles se penchent sur divers sujets de société, de l'amitié, des questionnements qu'on se pose lorsqu'on a la vingtaine. Et ça me fait plaisir d'entendre des personnes de mon âge, encore une fois, évoquer plein de sujets qui me taraudent toute la journée. Et ça me permet de m'extraire un petit peu et de voir des opinions différentes ou des opinions qui se recoupent aux miennes. Ça me permet d'intégrer une sorte de dialogue avec mes propres pensées grâce à leur podcast. Ensuite, j'ai écouté un podcast de Madame Figaro, qui n'est autre que Scandale. Scandale, ça va revenir sur plusieurs affaires dans l'actualité, dans le monde people. Je pense notamment à Britney Spears, à Paris Hilton, à Harry et Meghan. Il y a beaucoup de sujets et il y a toujours un épisode qui est centré autour d'un artiste, d'une personnalité, et c'est extrêmement bien fait, c'est sourcé. Franchement, si vous avez envie de vous informer par rapport aux célébrités et aux people de cette manière, c'est vraiment très intelligent, très bien fait, rythmé, avec des interviews, des personnes qui sont dans le cœur du sujet. Un podcast très qualitatif que je vous encourage à aller écouter, ne serait-ce que par curiosité. Le dernier podcast que j'ai écouté, qui traite de l'actualité également, mais sous un autre angle, puisqu'il s'agit de Toile, qui est réalisé par Marie Lopez, anciennement Enjoy Phoenix, et qui a ouvert ce podcast qui va traiter de la vie au numérique. Elle va avoir des invités durant environ 1 heure, qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a eu notamment Sissi Mua, Ben Never, il y a eu également le clic d'Alix. Je trouve que c'est des épisodes qui sont relativement bien faits, qui se découpent en 2 parties, c'est-à-dire la vie sur les réseaux sociaux en règle générale et comment ils voient les réseaux sociaux sous leur angle. Donc il y a cette partie sur la toile, comment ils consomment du contenu, et cette seconde partie qui est sous la toile, et donc sous la toile de l'influence, comment ils font, ce qui les dérange, est-ce qu'il y a eu des discordances dans leur activité sur les réseaux et dans le numérique. Et je trouve que c'est une très bonne idée que d'impliquer le numérique sur des axes d'actualité tout simplement et de société. Donc je pense très sincèrement que c'est un podcast qu'on voit naître de la part de youtubeurs et youtubeuses qui vaut vraiment la peine de se faire entendre. Donc j'en ai pas assez entendu parler à mon sens et je vous encourage à aller l'écouter, ne serait-ce que par curiosité, encore une fois. Je passe désormais au livre. Le premier que j'ai lu, il s'agit de Ce que nous avons perdu dans le feu de Mariana Enriquez. Premier livre de Mariana Enriquez que je lis. Et quel brio! Grâce à Overbooké et à Margarito, j'ai eu une folle envie de découvrir Mariana Enriquez et notamment avec ce livre dont la couverture en français me donnait extrêmement envie. C'est un recueil de 12 nouvelles au cœur de l'Argentine où a vécu Mariana Enriquez. On va suivre une intrigue à la fois mystique, à la fois très crue, où on va voir toute cette population démunie face à la cruauté du pouvoir, à la cruauté de la vie et de la précarité. Il y a une nouvelle qui m'a marquée, qui a été absolument prégnante. Pour les personnes qui l'ont lue, c'est celle où il y a cette femme qui est dans son immeuble et qui voit en face de chez elle un petit garçon SDF avec sa mère qui est alcoolique. J'ai pas envie de revenir sur le tout de ces histoires parce que c'est un recueil de nouvelles et qu'encore une fois c'est assez divers et varié. Mais Mariana Enriquez, ici, elle a quand même réussi à me bluffer par la pluralité du contenu, des lieux qu'elle montre, parce qu'elle montre aussi la campagne, toujours avec cette chaleur qui nous touche en pleine âme, en plein cœur. Je sais que c'est des sujets qui peuvent être compliqués à lire,
qui peuvent être vraiment crus et qui nous permettent pas de nous échapper à quelque chose d'extrêmement poétique, malgré le fait qu'elle ait une plume qui soit géniale. Je trouve qu'on ressent totalement le livre. Je vous conseille très vivement de découvrir sa plume grâce à ce recueil. J'attends maintenant Notre part de nuit. J'ai hâte de le lire après ce que j'ai pu découvrir ici. J'ai écouté, grâce à Ned Gallet, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Alors, c'est pas du tout le type d'ouvrage que je lis, c'est pas du tout le type d'ouvrage que j'aurais acheté, et je pense que j'aurais pu le prendre en boîte à livres juste pour rire. En livre audio, c'est beaucoup plus simple à découvrir, et je l'ai mis en accéléré afin de découvrir cette part du développement personnel. Là, l'autrice va nous évoquer 5 blessures, comme le titre l'indique, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc il y a quelqu'un qui échappe, il y a quelqu'un dans la surreprésentation, et elle va lier ça à des représentations physiques, tout du long. C'est-à-dire qu'on essaye de décortiquer chacun de ces aspects de sa vie, chacun de ses proches, chaque personne qu'on peut rencontrer avec un espèce d'archétype pour dire telle personne est régie de cette manière parce qu'il a du poids en trop, soi-disant, et parce qu'il a du poids en moins, parce qu'il se tient de cette manière, etc., etc. Elle va essayer de nous faire un schéma, une espèce de portrait robot de chaque individu selon ses traumas. C'est limite dangereux, c'est même des avis que j'ai vus sur Goodreads. Enfin, tu peux pas dire des bêtises comme ça pendant tout du long. Je sais pas combien le bouquin fait de pages, mais ne serait-ce que là, je me suis dit, mais c'est grave en fait de croire que ce genre de choses sont vraies. Moi, ce qui me fait peur, c'est de voir à quel point ce bouquin a été porté au nu dans le cadre du développement personnel. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il en est pour d'autres livres qui ont été mis en avant, mais ici, je trouve que oui, c'est limite dangereux. Donc, je ne vous incite pas du tout à lire ce livre. Surtout si vous voulez découvrir du développement personnel, ce que je peux vous conseiller, c'est plutôt des simplifications d'ouvrages philosophiques. Je pense notamment à un livre sur Spinoza. Pour le coup, ça évoque des sujets assez intelligemment et ça nous vulgarise une pensée à laquelle on peut se raccrocher avec des exercices de vie et c'est beaucoup plus intelligent. Ensuite, j'ai lu un livre paru chez l'Iconoclaste en septembre qui n'est autre que La petite menteuse de Pascal Robert Diard. Ce livre a fait beaucoup parler de lui à sa sortie parce qu'il évoque l'histoire d'une jeune fille qui va porter plainte contre son agresseur lorsqu'elle est adolescente parce qu'il l'a violée. Du moins, c'est ce que l'on croit. Et plusieurs années plus tard, elle va décider de se racheter et elle va aller voir une autre avocate que celui qu'elle avait pendant tout le procès. Et elle lui dit « Écoutez madame, je voudrais que vous me défendiez. Il va y avoir une suite à ce procès, étant donné que j'ai menti et que je souhaite me racheter, que je souhaite faire part de la vérité au grand jour. » Là où le livre aurait pu avoir un avis dithyrambique, une dichotomie prégnante entre deux points de vue, deux analyses, quelque chose qui est totalement scindé, au sens où il y aurait un côté qui soit bon et un côté qui soit mauvais, dans les personnages, dans les choses à penser, là où on aurait pu croire que l'intrigue nous amenait à une réelle opposition entre un avis qui est pour la défense de la jeune fille et contre la jeune fille, eh bien finalement l'autrice, qui est également journaliste au Monde, a une façon de donner une fin, une conclusion qui est brillante, qui nous laisse vraiment nous dire « Écoutez, c'est vous qui choisissez, mais ici, voilà les raisons pour lesquelles l'histoire s'est passée ainsi. Et il y a des coupables et des victimes. Et personne n'est que victime ou que coupable. En soi, il y a des fautifs partout, mais on ne peut pas se placer d'une opinion totalement scindée à la fin de cette histoire. Je trouve que cette journaliste, elle a une plume qui est faite pour les intrigues judiciaires, sur les affaires
de ce type. Si vous voulez voir quelque chose de brillant, de changeant par rapport à toutes ces questions de droits des femmes, de mensonges, de procès, de viols, je trouve que c'est indispensable que de voir ça. Trigger warning, il y a des scènes où il y a des souvenirs d'agression, de harcèlement, c'est à prendre ou à laisser, mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un ouvrage qui vaut vraiment la peine d'être lu pour tous les questionnements qu'il peut amener. Et enfin, le dernier livre que je vais vous évoquer, il s'agit d'un livre qui se classe désormais dans le palmarès de mes livres préférés, je pense. Il s'agit de Caro. Mon Dieu. Les gens qui me suivent sur Instagram savent à quel point ce livre m'a transi, c'est-à-dire que c'est un bouquin qui fait 600 pages et que je l'ai gobé en 10 jours. L'auteur nous embarque dans un New York nauséabonde de mondanité, c'est-à-dire qu'on va suivre ce personnage principal qui est détestable. Je crois que c'est l'un des personnages les plus détestables en matière d'œuvres contemporaines que j'ai pu lire. Et c'est un homme en train de vieillir, qui l'accepte pas. C'est un personnage qui s'est laissé aller, qui est alcoolique, accro à la clope. Il doit prononcer un divorce avec son ancienne compagne qu'ils n'ont jamais prononcé. Il est dans le quasi-rejet de son enfant. Donc on va le découvrir dans un repas mondain. On va le retrouver dès le début dans un repas mondain où il va tenter d'échapper à son fils qui veut venir dormir chez lui ce soir-là en essayant de se trouver une fille à ramener dans son appartement. Ça vous plante déjà le personnage, mais le livre n'est pas aussi mince dans son intrigue. On va développer toute cette question du personnage. Il y a vraiment une analyse de sa psychologie qui est intelligente, qui est bien faite, un retour sur soi-même. Et cet homme qui nous débecte totalement à la lecture va se racheter sans le vouloir. Ça va être la vie qui va lui imposer en quelque sorte. C'est un personnage qui réécrit les scénarios des films qui sont plus ou moins ratés et qui ne peuvent pas être mis à l'écran pour l'instant. Il a des relations avec ses supérieurs qui sont pas hyper folles, il les déteste à vrai dire. Il y a aussi toute une question des droits, avoir une assurance pour sa santé, tous les problèmes que ça engendre parce que tout est payant aux États-Unis, y compris prendre soin de soi. C'est quelqu'un qui est je m'en foutiste au total, c'est ça qui le rend détestable et c'est ça qui fait qu'on s'accroche à lui je trouve. Ce rachat qu'on voit dans toute l'intrigue prend d'autant plus de place au fur et à mesure qu'il va rencontrer des personnages qui vont l'amener à changer également. C'est un livre qui est extrêmement dense, mais que je ne peux que vous inciter à lire, parce que si vous aimez le cinéma, c'est omniprésent aussi. Si vous avez une lecture du cinéma d'une certaine manière, si vous avez déjà étudié le cinéma, si vous y intéressez en profondeur, je vous invite à le lire. Vous allez adorer cette partie-ci de l'intrigue. Tout se passe en relation avec le cinéma, avec la création d'un film. Ça se passe aussi dans les relations, dans la puissance des sentiments, dans un destin qu'on essaye de détourner afin de rendre le monde meilleur. Seul point négatif, c'est que pour moi, les 10 dernières pages étaient pas indispensables. Ça n'a pas cassé tout, mais ce n'aurait pas été quelque chose qui m'aurait manqué si ça n'avait pas été là. J'espère avoir pu faire un résumé qui soit assez grand, assez clair. Voilà mon avis sur Caro. Je trouve que c'est un livre brillant, qui est extrêmement bien écrit, qui est à la fois déplaisant par son personnage, mais absolument déroutant. Si vous avez des livres qui ressemblent à Caro, je suis très intéressée. J'ai terminé pour mon mois de janvier. Je vous dis à très bientôt, je vous laisse me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram où je suis le plus présente. Tout le reste sera en barre d'infos, que ce soit les œuvres que j'ai évoquées ou les autres endroits où vous pouvez me retrouver sur internet. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo et ciao!